Bienvenue sur le podcast des apprentis lecteurs Le Trône de Fer, le podcast sans spoiler car il est réalisé par un lecteur de la saga et un non-lecteur de la saga. Mon nom c'est Ilan, je suis l'hôte de l'émission et celui qui a lu les livres et qui donc jouera le rôle de guide lors de cette émission. Et je suis accompagné par... Guillaume, un lecteur novice qui n'a pas lu les livres de la saga du Trône de Fer. Voilà. Donc ce podcast est adapté à une première lecture de la saga ou à une relecture car il est totalement sans spoiler. Je tiens à insister dessus. Donc si c'est votre première lecture, vous découvrirez l'histoire au même rythme que Guillaume, qui lui n'a jamais lu les livres de la saga. Donc comment se déroulera ce podcast ? Avec Guillaume, on va réaliser un épisode par semaine et lors de ces épisodes, on va discuter d'un chapitre à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va discuter du prologue ou du prélude. La semaine prochaine du chapitre 1, dans 2 semaines du chapitre 2, et ainsi de suite, jusqu'à attendre, espérons-le. Alors pour l'instant, il y a 5 tomes au Trône de Fer, le 6e est attendu, mais on va avancer pas par pas, semaine par semaine, chapitre par chapitre, et on verra bien où cela nous mène. Mais voilà, donc comme vous l'avez compris, je répète, ce sera un podcast sous forme de discussion autour d'un chapitre que Guillaume lira chaque semaine. Moi j'ai déjà lu la saga, donc ça sera une relecture. Et puis on va discuter autour de cela. Alors moi je suis très excité à l'idée de relire l'intégralité de la saga du Trône de Fer et de faire cette émission avec Guillaume. Pour être sincère avec vous, c'est vraiment pour cette saga que j'ai décidé de créer le réseau de podcasts des apprentis lecteurs. C'est la saga qui me tient le plus à cœur parce que je trouve que c'est la saga qui est la plus intéressante. Mais bon, parmi mes amis, c'est un secret de polichinelle. Alors, ça me fait très plaisir de faire ces podcasts avec toi. Je me suis toujours dit que je devais lire cette saga et je pense que c'est l'occasion parfaite pour m'y mettre. Ok, je suis content que tu sois aussi excité alors. Alors, on va être tous les deux sincères avec vous. On a tous les deux visionné la série Game of Thrones. Moi comme Guillaume, même si lui, comme je vous l'ai dit, n'a pas lu les livres. Donc c'est sûr que il est au courant des éléments présents à la fois dans la série et dans les livres. Donc, alors il y aura certains twists sur lesquels il ne sera pas surpris vu qu'ils apparaissent dans la série, et il y en aura d'autres. Plus on avancera dans la saga, plus on avancera dans les épisodes, dans les émissions, et plus je pense que tu vas être surpris, Guillaume, parce que, eh bien, plus on avance, plus les livres s'éloignent de la série. Bon, en tout cas, la série s'éloigne des livres plutôt. Mais c'est vrai qu'il est au courant de plusieurs, forcément, de tous les éléments qui sont présents dans la série. Et alors j'ai discuté avec lui en amont de ce podcast pour voir à peu près ce qu'il connaissait du Trône de Fer, et je sais qu'il est au courant de 2 gros twists qui se passent exclusivement dans la série, dans les livres, mais qui ne sont pas présents dans la série. Alors ces 2 gros twists, je ne vais pas vous les révéler, mais si vous suivez ces épisodes, si vous suivez cette émission, peut-être que vous les découvrirez. Mais bon, je suis assez déçu que Guillaume, tu les aies pas découverts en lisant la saga. Malheureusement, ouais. C'est Mais pas. bon, d'après ce que tu me dis, il y a encore plein de choses que j'ai à découvrir. Ouais. C'est pour ça que je suis vraiment impatient à l'idée de commencer cette émission, parce que je sais tout ce que contient la saga littéraire du Trône de Fer qui a été zappée dans la série, ce qui me désole, mais je sais tout ce que tu as à découvrir et ça me met en joie. Donc, Moi aussi. donc Guillaume, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ton parcours avec le Trône de Fer, comment tu l'as connu, comment tu l'as suivi, etc. Alors, si je me rappelle bien, j'ai découvert la série parce que à l'époque, il me semble, c'était la série la plus téléchargée sur Emule, je crois, ou quelque chose comme ça. Ah oui, sur Emule, donc là on remonte vraiment à longtemps. Ça fait un moment. Je crois que j'ai rejoint la série à la 3e saison et j'ai regardé. Bon, on va pas dire que je suis un fan hardcore. J'ai vraiment apprécié la série. J'ai passé de bons moments, mais je suis pas un fan hardcore. J'ai vu chaque épisode une fois, pas plus. Et pour tout vous dire, il y a même une saison que j'avais zappée parce que j'étais en première année de médecine et donc j'ai pas vu la saison 5. D'accord, donc t'as absolument pas vu la saison 5? Non, on m'en a fait un rapide résumé. Ouais, t'as bien de la chance parce que c'est la plus mauvaise saison des 8, donc si j'étais toi, c'est pas quelque chose dont je me plaindrais.
Mais Bah, juste, c'est pour ça que on m'avait dit ça, donc c'est pour ça que je l'ai pas rattrapé et que j'ai passé directement à la saison 6. mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, c'est à partir de la saison 5 où la série a vraiment divergé des livres. Donc, c'est pour ça que la plupart des fans de la saga littéraire la considèrent comme la plus mauvaise saison. Alors, moi, je déteste aussi la saison 7 et la saison 8, mais c'est à partir de la saison 5 où on a commencé à avoir de vraies divergences entre les deux médias. Donc, je pense qu'en lisant la saga, je pense que tu devrais encore plus apprécier ces passages-là. Ok, ça marche. Donc, un petit point sur la situation du Trône de Fer, ou Song of Ice and Fire pour les plus anglophones. 5 tomes ont été publiés au moment où je vous parle. A Game of Thrones, A Clash of Kings, The Storm of Swords, A Feast for Crows and Dance of Dragons. J'espère que tu as apprécié mon accent, Guillaume, et je m'y suis appliqué. Incroyable. Le dernier en date, Dance with Dragons, est sorti en 2011, et on attend toujours le 6e tome et le 7e, parce que Martin a dit que sa saga, oui, allait se conclure au 7e tome. Le temps qu'on finisse ce podcast, si on réalise vraiment sérieusement un épisode par semaine qui concerne un chapitre, je crois qu'on va finir l'émission d'ici un peu plus de 5 ans. Espérons que d'ici là le 6e tome soit sorti, et même le 7e, on croise les doigts. Si ils sont sortis, on enchaînera directement sur ces tomes. Et sinon, peut-être qu'on traitera des livres annexes qui sont sortis sur la saga comme Fire and Blood, etc. Deux petites choses avant de nous plonger dans cet épisode. On va beaucoup s'aider avec Guillaume sur cette émission des cartes et des appendices. Alors les cartes, pour l'instant, on n'est que au tome 1 du Trône de Fer, donc il n'y a que la carte de Westeros qui est présente à la fin du bouquin. Mais pour les appendices, alors les appendices, qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est ces sortes de fiches qui donnent des informations sur les différentes familles, sur leurs différentes relations, les différents personnages, les bannerets, etc., etc. Et donc, sur ces appendices, c'est un peu plus compliqué parce que les lecteurs francophones, dans les éditions françaises, n'ont pas eu accès à la version totale des appendices qui sont présents dans la version originale du Trône de Fer aux États-Unis. Et je trouve ça très dommage parce que ces appendices sont très utiles à la compréhension du Trône de Fer. Donc, lorsqu'on va faire cette émission avec Guillaume, on va s'aider des appendices originales, celles qui sont présentes dans l'édition originale du Trône de Fer. C'est-à-dire que si il y a un personnage dont on n'a jamais vu le nom, je vais demander, soit moi, soit je vais demander à Guillaume d'aller rechercher ce personnage dans les appendices pour qu'il ait des informations à propos de celui-ci, à propos de sa famille, à propos de sa filiation, à propos de sa maison, etc., etc. C'était les deux points que je voulais aborder avant que on s'attaque à ce prélude. Est-ce que tu es prêt, Guillaume, à t'attaquer au Trône de Fer? Totalement. Prêt comme jamais. C'est parti. Alors, est-ce que tu peux nous faire un rapide résumé de ce prélude, s'il te plaît, Guillaume? Alors, dans ce prélude, d'après le texte, nous nous trouvons dans la forêt hantée au-delà du mur, où trois personnages, Gareth, Will et Ser Waymar Royce, qui appartiennent à la garde de nuit, sont à la recherche de sauvageons, que Will retrouve morts, tout seul, et décide d'alerter ses deux camarades. Ser Waymar Royce n'y croit pas et décide de partir à la recherche de ces cadavres. À leur grande surprise, à leur arrivée, les cadavres avaient disparu et le groupe se retrouve confronté à ce qui est cité dans le texte comme les autres, de grands personnages difficiles à décrire, mais aux yeux bleus flamboyants et armés de lances assez étranges, inhabituelles. Ser Waymar Royce, excusez-moi, se retrouve encerclé et décide d'affronter un des autres et se fait tuer sans effort par un des membres des autres. Apparemment, sorte de monstre, créature fantastique qu'on ne connaît pas. Merci Guillaume pour ce beau résumé, pour ce beau premier résumé. Espérons que les suivants soient encore mieux, mais je ne pense pas. Je suis en train de te flatter. J'espère que tu le Oh là remarques. là, tu me mets la pression là. Donc, voilà. T'as cité trois personnages qui apparaissent dans ce texte. Gareth, Waymar Royce
et Will. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Weimar Royce? Alors, Weimar Ross semble être une des toutes jeunes recrues de la garde de nuit. Mhm. Semble, contrairement à ses deux camarades, il semble venir d'une famille aisée et beaucoup mieux habillé qu'eux. Il a une épée sertie de joyaux et il est décrit comme un des rejetons de trop de sa famille. Et il a été envoyé au mur pour la garde de nuit. D'accord. Alors, deux choses. Tu m'as dit qu'il venait d'une famille, je sais pas si tu m'as dit assez noble, je crois que c'est ça. Est-ce que tu peux rechercher la famille Roy, s'il te plaît, dans les appendices pour qu'on ait un peu plus de contexte? Ouais, je peux faire ça. Je vais faire ça tout de suite. Alors, il est dit que la maison Royce, euh, enfin, est une filiale de la plus grande maison qui est la maison Harin. Mhm. Je retrouve pas Weimar Royce en personne cité dans cet appendice. Ok. Dans les appendices, qui appartient à la maison Royce? Alors, on a Lady Jane, on a Lord Nestor Royce, surintendant du Val, Sir Albar Royce, son fils, et Mia Stone, bâtarde à son service. D'accord. Alors, juste, est-ce que tu peux me dire ce que c'est un surintendant? Tu me mets en difficulté, Ilan. J'en ai aucune idée, Ilan. Est-ce que tu peux Je m'éclairer? sais pas ce que c'est. Ok, donc un surintendant, c'est la personne qui a la charge de la gestion administrative d'un royaume en l'absence du seigneur suzerain légitime. C'est-à-dire, Merci Wikipédia. donc c'est-à-dire que si dans la maison Harine il y a justement une absence d'un suzerain légitime, ça sera la maison Royce qui prendra le relais au niveau de la gestion administrative. Donc comme tu l'as dit, Weimar Royce, il fait partie de cette famille. On dit que c'est un dernier rejeton d'une branche de cette famille. On ne sait pas à quel niveau ils sont reliés au niveau de Nestor Royce, le surintendant du Val, mais c'est tout ce qu'on a sur lui en tout cas. Et deuxième chose, alors tu dis qu'il a été envoyé par la garde de nuit. Alors ça, est-ce que tu l'as Pour, lu? pour la garde de nuit. Alors ça, est-ce que tu l'as lu? Je crois pas que dans le texte il dit qu'il a été envoyé à la garde de nuit ou qu'il a été envoyé pour la garde de nuit. Bah pour moi c'est genre en mode ils ont tu vois ils ont trop de fils trop riches en rejetons Mhm. et ils l'ont envoyé à la garde de nuit. D'accord, ok. Donc tu penses que si par exemple une famille noble a beaucoup d'enfants et ne sait pas quoi faire des derniers rejetons, il les envoie à la garde de nuit. Ouais D'accord, c'est ce que ok. je pense. Ok, bon on y reviendra après, mais d'accord, je retiens ce que tu viens de me dire. Donc on vient sur Weimar Royce. D'accord, au niveau de son comportement, tu l'as trouvé comment? Bah, il est hautain, il est insupportable Mhm. et il vient à peine d'arriver depuis un an et il prend déjà les devants par rapport à ses deux camarades qui ont beaucoup plus d'expérience que lui. Et alors ça, tu penses que c'est naturel du coup qu'ils prennent les devants? Comment ça se fait que c'est lui qui soit en charge de l'expédition? Bah, Moi, je pense que c'est, s'il est en charge de l'expédition, c'est le pistonnage, hein. c'est le piston. Piston. Toujours le piston, rien que le piston. Ok. Ouais, bah comme tu l'as dit, pareil, moi j'ai trouvé arrogant, méprisant, orgueilleux. Alors deux petites choses, hein. Par exemple son cheval qui est le plus lot, plus son épée, plus ses habits, etc. Donc tu vois que le gars il essaye de se mettre en valeur lors de cette expédition, mais que c'est un peu con. Flex. Il essaye de flex, mais par exemple que c'est assez con parce que je crois que c'est Will qui dit que son cheval n'est pas du tout adapté à cette expédition, quoi. Donc un peu con sur les bords. Mais par contre, moi j'ai trouvé quand même intelligent par rapport, par exemple, à sa réflexion au niveau du froid et le mur qui suintait. Oui, c'est vrai que il avait quelques bons réflexes. Il me semble aussi que c'est lui qui voulait pas allumer de feu parce que pour pas se faire repérer. C'est vrai qu'il semble quand même avoir quelques connaissances sur les batailles, etc. Hum, ouais, bien vu. Et pareil, j'ai trouvé aussi bien courageux à la fin. Je trouvais que sa dernière scène, elle était vraiment classe de sa part. Surtout la ligne, il n'avait plus un gamin, un homme bien digne de la garde de nuit, quand il était en face de l'autre et qu'il n'a pas fui, qu'il l'a combattu.
Alors je trouve qu'on a une belle dualité entre le fait que ce soit, ok, un petit con prétentieux de 18 ans, etc., mais que par ailleurs, il pouvait aussi montrer du courage. Je trouvais que c'était... Enfin, Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je m'attendais de sa part d'être plus lâche, d'être un peu le stéréotype on- du petit con avec qui est né avec une cuillère d'argent dans la bouche et qui une fois sur le terrain fuit. Mais c'est vrai que ça n'a pas été le cas pour lui. Il s'est bien battu. bah après, il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Enfin, c'est quand même le dernier année, il a été envoyé à la garde de nuit, donc je suis pas sûr que que ce soit aussi facile pour lui que ça, mais bon, Bah, écoute, ok. même il est arrivé sapé comme jamais. Mais du coup, depuis tout à l'heure, on parle de la garde de nuit. Alors, dis-moi, je sais que t'as vu la série, mais dis-moi ce que t'en as compris par rapport au chapitre. Par rapport au chapitre, déjà, on sait que leur QG c'est le mur. Mhm. C'est là où donc on peut penser que s'il y a un mur, c'est qu'on veut protéger le pays de quelque chose. Donc je suppose que la garde de nuit est en charge de, de surveiller ce qu'il y a au-delà du mur. Ok. Donc, au niveau de la forêt hantée, d'après la carte, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, alors pour toi, ça serait plutôt quoi alors du coup cette garde de nuit? Ce serait plutôt un ordre guerrier, une prison? Parce que dans le texte, c'est dit que Will, il a rejoint la garde de nuit après avoir été arrêté. Ouais, c'est vrai. Donc je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que dans le cas de Sir Weimar Royce, il n'a pas l'air d'avoir commis un crime en particulier. Je pense que quand même pour rejoindre cette garde, il faut le vouloir parce que euh, quelque part il faut le choisir. Alors dans le texte, c'est dit que Will a dû choisir entre perdre sa main et rejoindre la garde de nuit. Alors c'est vrai que si on doit choisir, le choix il est pas compliqué, hein. Ouais, ouais, c'est vrai. Je pense que du coup, c'est être à la garde de nuit, c'est une tâche difficile. Donc ils sont à la recherche de main d'œuvre. Mhm. Donc du coup Et ça serait, ok. donc du coup tu penserais que ça serait, alors que ça serait une prison ou en tout cas une sorte de lieu où on envoie peut-être les captifs, des prisonniers, mais ça serait aussi un endroit où on pourrait vouloir de la rejoindre. Ouais, en fait, je pense que c'est un peu du travail d'intérêt général. Ok. Oh, travail d'intérêt général, j'aime bien ce terme, je retiens. Donc voilà, on voit que à la garde de nuit, en tout cas dans le texte, c'est dit qu'ils s'habillent tout en noir. Ils se nomment les frères noirs d'ailleurs, que leur Ouais. rôle c'est de patrouiller à la recherche de sauvageons. Donc c'est un peu ce que je viens de dire. Donc c'est de surveiller ce qui se passe au-delà du mur. On sait que, bah, alors sûrement, les sauvageons justement sont les habitants de cette au-delà du mur dans la forêt hantée. Alors est-ce que tu te rappelles de la circonstance dans laquelle a été arrêté Will? Là, tout de suite, non, faudrait que tu me la rappelles. Ok. Donc Will, il a été surpris à braconner sur la terre des Malisters. Un nom qui est cité dans le texte, hein, les Malisters. Alors, est-ce que tu peux me dire dans l'appendice ce que tu trouves sur les Malisters? Parce que dès qu'un nom apparaît, je vais te faire rechercher dans l'appendice pour que tu sois bien conscient de toutes les maisons, de toutes les affiliations, pour que plus tard tu ne sois pas perdu et pour que nos éditeurs aussi ne soient pas perdus lorsque des noms inconnus sont cités. Alors, j'ai trouvé un personnage qui s'appelle Jason Mallister, Mhm. qui appartiendrait, excusez-moi, à une plus grande maison qui est la maison Tully, D'accord, donc il sera affilié à la maison Tully. Et lui, alors il serait le Jason Malester, tu as vu, c'était le sire de quel lieu? de Salvemer. D'accord. Est-ce que tu vois la carte, sur la carte, où se situe Salvemer? Pas du tout. D'accord, j'ai un peu t'aider. Salvemer, c'est au niveau du sud. Alors, sur la carte, c'est dans le nord, mais c'est une terre du sud. Et je sais pas si à l'ouest, tu vois les îles de fer. Et bon, j'ai trouvé. D'accord, t'as vu où c'était Salvemer? J'ai trouvé. Ok. Donc, ils sont affiliés, c'est les bannerets des Tully, et les Tully, eux, sont les sires, en tout cas, sont ceux qui gouvernent Vivzeg. Je sais pas si tu vois Vivzeg. C'est juste au nord de au sud, pardon, de Salvamer. Oui, j'ai trouvé. Ok.
Donc par rapport au Malister, on dit que justement Jason Malister est le sire de Salvamer et qu'il possède un fils, Patrick Malister, qui est son fils et héritier. Et donc c'est sur les terres de Jason Malister à Salvamer que Will s'est fait arrêter et qu'il a été envoyé à la garde de nuit. Alors par rapport à la garde de nuit, est-ce que tu as repéré dans le texte ceux à qui sont supposés répondre les trois protagonistes de ce prélude? Alors, il me semble qu'à un moment est cité dans un passage les ordres de Mormon. D'accord, ouais, t'as bien vu, Mormon. Et le deuxième? Alors, si je me trompe pas, il y a un maître qui s'appelle Aemon. Ok, Mess Aemon. En plus, tu l'as bien prononcé. Quand tu as un A et un E à côté, ça se prononce E en fait. C'est pas Mestre Aemon, c'est Mess Aemon. Aemon. Ok. On va commencer par lui. Alors, est-ce que tu as pu avoir des indices sur son rôle présumé à la garde de nuit? Je pense c'est un peu le médecin, c'est un peu le médecin, le guérisseur. Mhm. Un des personnages, si je me trompe pas, Will ou Gareth. Excuse-moi, je me souviens pas exactement. S'est retrouvé avec des engelures, a perdu des doigts, des oreilles pendant ses expéditions, et à un moment il citait le scalpel de Maître Aemon. Ok, Donc je suppose qu'il fait des amputations, etc. Donc je pense que c'est le médecin. d'accord. C'est bien, t'as bien trouvé, je suis content. Et au niveau de Mormon, du coup. Alors Mormon, il me semble qu'il n'y a pas grand chose sur lui. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, il donne les ordres, il le craignent un petit peu, mais sinon j'ai pas trop d'infos en mémoire en tout cas. Non, t'as tout à fait raison, il n'y a pas trop d'informations sur Mormon. On sait juste que c'est lui qui leur a donné les ordres d'aller chercher ces sauvages. Mais du coup, alors est-ce que tu peux chercher la maison quand même, en tout cas le terme mormon dans les appendices? Moi je sais je sais qu'ils apparaissent, je sais que c'est important, mais c'est pour toi. Est-ce que tu peux aller chercher mormon dans les appendices? Oui, alors j'ai un personnage qui s'appelle May Mormon, D'accord, dame de l'île aux ours, ok, affiliée à la maison Stark. ok, bien vu. Alors, Maggie Mormon, dame de l'île aux ours. Alors est-ce que tu vois où est l'île aux ours sur la carte? Oui, j'ai trouvé. Ok, donc c'est... C'est au nord, Ouais, euh, près du bois au loup. exactement. C'est juste au sud de la grève glacée, c'est ça. Et donc ils sont affiliés aux Stark. Alors les Stark, est-ce que tu sais c'est les sires de quel lieu? Alors je sais que tu sais c'est les sires de quel lieu si t'as vu la série, mais pour en tout cas Ouais, je sais. si ça serait votre première lecture, on vous mâche tout pas à pas. Alors, dans l'appendice, ils disent, il est dit qu'il règne au nord depuis Winterfell. Mhm. Winterfell, juste à côté du bois au loup, dans le nord, un peu dans le nord. Ok, d'accord, voilà. Donc on a Maggie Mormon. Peut-être qu'elle a un lien avec ce Mormon, peut-être que c'est même elle, Maggie Mormon, qui donne les ordres aux membres de la garde de nuit d'aller rechercher ces sauvageons, que c'est la dame de l'île aux ours, et donc qu'elle est la banneraie des Stark de Winterfell qui règne sur le nord. D'accord. D'ailleurs, dans le texte, il est dit ce vieil ours de Mormon. Donc, on est presque sûr maintenant que ce Mormon est relié à Maggie Mormon, vu que c'est la dame de l'île aux ours. Donc, alors, est-ce qu'il y a des ours là-bas? On n'en sait rien. Pour l'instant, c'est juste qu'ils sont affiliés aux ours. Bon, en tout cas, à l'île aux ours. Et troisième personnage, alors? Ou alors, on a Gareth. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire sur Gareth? Il me semble que c'est un peu le doyen des trois, là. Ouais. C'est lui qui a le plus d'expérience. De mémoire, je me souviens pas pourquoi il est dans la garde de nuit. Alors, Si c'est dit ou pas. c'est pas dit, on sait juste que ça fait 50 ans qu'il est dans la garde. Ouais. Ok. Mais alors, Oui. ce qui m'intéresse à propos de Gareth, c'est, alors, qu'est-ce que tu as ressenti au niveau de son comportement, de ses sentiments dans le chapitre? Il me semble c'est celui qui a le plus de mal à supporter Sir Waymar et ses remarques. Mhm. À un moment, il avait même un peu hésité à lui planter un couteau dans le dos. Ouais, exact. Ouais.
Non, c'est vrai que franchement, je peux le comprendre, vu comment Weimar et tout, il a l'air assez agaçant en tant que chef. Moi, ce que je voulais noter surtout, c'est que malgré toute son expérience, ça a l'air quand même comme le membre de la garde de nuit le plus effrayé lors de cette expédition. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Ouais, c'est possible. C'est vrai que c'est celui qui a envie de rentrer. Hum, Mm. exact. Mais il me Même. semble que Will aussi est assez effrayé après ce qu'il a vu, après ce qui restait des sauvageons. Lui aussi, il avait très envie de retourner au mur. Ouais, bah, en tout cas, Will, il nous dit que au début, lors des premières expéditions, il avait assez peur d'aller au-delà du mur parce qu'il y avait, alors que quelques, je sais pas, contes, quelques histoires qui étaient racontées sur justement cet au-delà du mur dans, comment dire, dans les histoires communes, mais que au bout de 3, 4, 5 expéditions, bah, il avait plus peur, sauf que cette nuit, bizarrement, il ressentait comme quelque chose d'étrange. Et je pense que Ouais, c'est vrai. c'est la même chose que ressentait Gareth aussi. C'est vrai. Je pense que c'est. Oui, il disait que ces contes qui lui faisaient peur, qui le faisaient peur au début, il a fini par les prendre à la rigolade et que les expéditions se déroulaient plutôt bien, mais que cette fois-ci, oui, c'était assez spécial, Hum, que l'ambiance n'était pas la même. exact. Alors, on va revenir un peu plus tôt sur la cause de ce malaise. Pour l'instant, on va parler un peu plus des autres éléments qui sont cités dans ce prélude, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont cités dans ce prélude. Alors, est-ce que tu as remarqué quand étaient évoqués les dieux sans nom de la forêt? Il me semble que c'est cité dans le texte, mais je l'ai pas en tête là tout de suite. Ok. Donc, en tout cas, c'est Will qui les prie. Je sais plus à quel moment dans le chapitre, mais en tout cas, c'est Will qui prie ces dieux sans nom de la forêt. Donc, pour l'instant, on sait qu'il y a des divinités, en tout cas dans l'univers du trône de fer, dieux sans nom de la forêt, on n'en sait pas plus. Pareil, un autre nom qui est cité dans le chapitre, c'est vrai que là c'est un peu une liste, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de noms qui sont évoqués, que l'on ne connaît pas, qui sont introduits bien sûr dans le texte des cours soit de monologue, soit de dialogue, mais dont on n'a pas encore conscience. Donc quand Sir Wemay Royce s'attaque aux autres, enfin surtout à l'autre, il a comme cri de guerre pour Robert. Alors moi je sais que tu sais qui est Robert, mais est-ce que tu pourrais le rechercher dans les appendices pour mettre un peu plus de contexte s'il te plaît? Alors, il y a plusieurs Robert, Ouais, il y a plusieurs Robert, c'est ça qui est un peu chiant, des fois il y a des personnages qui ont le même prénom. mais bon, on va en rester sur un parce il y en a un gros qui apparaît directement. Mhm. C'est dans la maison Baratheon, D'accord. le roi Robert Baratheon. Donc, je suppose premier du nom. Et donc, je suppose que quand on crie fait un dernier cri de guerre, si on cite quelqu'un, ça doit être quelqu'un d'important. Et le roi, je pense que ça remplit bien ce rôle. Voilà, t'as complètement raison. Donc quand Weimar crie pour Robert, ça renvoie à Robert Baratheon, qui est le roi Robert, le roi du royaume qu'on ne connaît pas encore, en tout cas, par rapport à ce prélude. Donc, par rapport à cette expédition, on nous dit qu'ils sont à 8-9 jours du mur. Alors, dans le texte, je sais pas si t'as vu, il est cité Château Noir. Est-ce que tu l'as lu ou pas? Oui, j'ai lu Château Noir. Ok. Est-ce que tu vois Château Noir sur la carte à peu près? Alors, si je pars directement du mur, Château Noir, c'est pile derrière le mur. Ok. Donc, bon, Château Noir, donc supposément c'est un château. Enfin, je pense. Sinon, ce sera un peu con de le citer Château Noir, mais on en reste là. J'espère. On a un peu plus d'informations, on a l'évocation du mur. Donc, pour l'instant, on ne sait pas si c'est un mur physique, un mur qui n'est pas physique. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une ligne de démarcation entre la forêt hantée, l'au-delà du mur, et le royaume qui est plus au sud. Bah, écoute, je pense que le mur, on sait qu'il est physique parce que Sir Waymar Royce demande l'état du mur et on lui dit suintant. Si c'est un mur, Ah, si c'est un mur qui suinte, il est probablement physique. bien vu. Bien vu, bien vu, bien vu. C'est vrai. Donc on sait qu'on a un mur physique qui sépare l'au-delà du mur du sud du royaume. Ok. Et donc revenons justement à cet état de malaise qu'ont ressenti Gareth et Will. Alors, est-ce que tu peux nous dire à peu près par rapport à quoi c'était, etc., etc. Alors, il me semble qu'ils avaient l'impression d'être épiés, Mhm. que le froid était, que l'ambiance était particulière, il faisait un froid de loup.
Ouais, de mémoire, c'est un peu cette ambiance-là qui me revient. L'impression d'être épié, l'impression d'une atmosphère un peu étouffante. Ouais, non, mais c'est ça. C'est une impression. Alors, je sais pas si épier c'est dans le texte, mais c'est vraiment une impression d'une étrangeté dans l'atmosphère, au niveau de l'environnement, de la température. Sûr que, en tout cas, ça ressemble pas aux différentes expéditions qu'ils ont pu avoir par le passé. Bon, bah, on se rend compte au niveau de l'histoire, comme on l'a dit dans le résumé, que Will était parti chercher ses sauvageons, qu'il les avait trouvés mais qu'ils ne bougeaient plus. Il s'est dit que c'était par rapport au froid. Weimar en a douté parce que, comme le mur sointé, ce n'était pas possible que ce soit le froid qui les avait tués, en tout cas pas cette température, et surtout que ces sauvageons étaient habillés chaudement. Lorsque Ouais. Will et Weimar sont repartis chercher ces sauvageons, ils avaient disparu, mais pas leurs affaires, et donc c'est à ce moment-là que les autres sont apparus. Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris à peu près sur les autres? Les autres, on a l'impression que ce sont des créatures qui sont pas humaines, Ouais. qui sont pas humaines, qui sont d'une taille, une silhouette squelettique, d'une taille plus grande que la normale, qui possèdent des armes qui sont pas habituelles, Mhm. qui ne Ok. ressemblent à rien à ce qui est forgé par les humains. Ils ont aussi, on les remarque par leurs yeux qui sont vraiment particuliers, qui sont bleus, Ouais. d'un bleu tellement bleu, enfin, qui rien à voir avec des yeux d'humains. D'accord. Je pense que t'as cité beaucoup de choses, c'est vrai qu'on en apprend beaucoup. Enfin, beaucoup et très peu en même temps sur les autres. On sait aussi qu'ils ont un rapport au froid. Ah, Oui, c'est vrai. parce que lorsqu'ils arrivent, il y a un froid glacial qui s'installe au niveau de la température. Et lorsque, je crois que c'est Will qui se fait étrangler à la fin par... alors justement, par... alors peut-être que c'est le cadavre transformé en autre de Weimar. Il se fait étrangler, il ressent aussi de la froideur. Alors, on n'en sait pas beaucoup plus et tout sur le processus de transformation. On sait que c'est le cadavre de Weimar qui se réveille et qui a ses yeux, comme tu disais, d'un bleu profond. Est-ce que quand tu te fais tuer par un autre, tu deviens toi-même un autre? Est-ce que... Alors pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Enfin, moi en tout cas, dans ce chapitre, on n'a pas très bien compris le processus de transformation. Oui, c'est vrai. Mais on a l'impression que, enfin, on devient pas tout à fait un autre parce que on devient un peu enfin, on n'adopte pas la même, enfin, les mêmes caractéristiques physiques que les autres. Mhm, C'est juste qu'on on a le même aspect qu'on avait avant, mais juste on a les yeux bleus. mhm. D'accord, donc c'est comme ça que toi tu l'as ressenti, c'est que Ouais, il c'est comme ça, ouais, que j'ai ressenti. Que c'est pas une transformation en, on devient un peu voilà, un cadavre quoi, un cadavre mais avec ouais, quelques caractéristiques des autres. voilà, que en gros les autres seraient des nécromanciens un peu. D'accord, ok. Bon, on retient ça pour la suite et puis on verra en avançant dans la saga si cette théorie s'avère vraie ou pas. Mais en tout cas, on sait qu'on est dans un univers fantastique, qu'il existe ces créatures qui s'appellent les autres. Peut-être que ça sera ça le danger de la saga du Trône de Fer, peut-être pas. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est qu'on quitte ce chapitre avec les cadavres de Will et de Weimar. Il n'y a pas d'informations sur lui à ce stade-là. Voilà, mais je crois que Guillaume et tout, qu'on a tout dit par rapport à ce chapitre, hein, par rapport à ce prélude. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de choses à rajouter, à part si t'as... Non, je pense qu'on a fait un bon tour du chapitre. Ouais. On a cité pas mal d'éléments voilà, qu'on a essayé de voir en détail les noms propres qui étaient cités. Mhm. Si. Ouais, bah c'est vrai que, bon, en tout cas, il y a une seule action qui se passe dans le chapitre, qui est entourée par une introduction de multitudes soit d'institutions, de lieux, de personnages. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on est un peu bloqué à ce stade-là par rapport à ce prélude. Et puis, en continuant la lecture au niveau des différents chapitres, au fur et à mesure, eh ben, on va de plus en plus, je pense, kiffer la saga et puis explorer cet univers. Mais en tout Ah, cas, je l'espère. en tout cas, je suis très content d'avoir pu commencer cet épisode avec toi. Bah Ah, moi voilà. aussi, ça me fait super plaisir. Merci. Bah voilà. On a terminé cet épisode. On espère qu'il vous a plu. Pour l'instant, je crois que je n'ai pas encore créé tous les liens, tous les réseaux sociaux, etc.
pour que vous puissiez nous suivre, mais ça ne serait tardé. Et puis si c'est fait, bah, vous pouvez déjà nous suivre sur ces liens. En tout cas, moi j'ai réellement kiffé faire cet épisode et puis voilà, c'est le premier, donc on va s'améliorer, ça va devenir plus fluide et puis on espère que vous kifferez de plus en plus. Mais je suis sûr que, en tout cas avec Guillaume et tout, on va s'amuser. Ouais. J'espère vous aussi. Et voilà. Donc on se retrouve pour la semaine prochaine et pour le chapitre 1. À la prochaine.